Salut l'équipe, on espère que vous avez passé un bon week-end et nous on va attaquer la semaine très fort sur la First Team avec une nouvelle formule, qui va s'appeler Good Doctor. Et comme son nom le laisse indiquer, on va parler évidemment des blessures, car les blessures sont partie intégrante malheureusement d'une saison NBA. Pour parler de ça, je me suis entouré du meilleur, Thomas Dufang, avec son bac S qui va nous amener toute sa science un petit peu de la chirurgie. Oui, tout à fait. Mon bac S, qui ne va pas servir vraiment à parler chirurgie. Ah, t'as quand même eu 11 en SVT au bac. Tout à fait. Mais comme j'ai été victime d'une rupture des ligaments croisés, je pourrais aussi parler de mon vécu vis-à-vis de tout ça. Alors plus sérieusement, on s'est évidemment entouré d'un spécialiste parce que les blessures, on en parle, on lit plein de choses, mais c'est quand même mieux quand on a affaire à un spécialiste. Et ce spécialiste, c'est Mustapha, chirurgien, docteur du sport et surtout docteur du Paris Basketball. Bienvenue Mustapha. Merci. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. On est ravis de t'accueillir. On s'était croisés lors d'un match du Paris Basketball et on avait échangé. Et ça vient un petit peu de toi, cette idée-là, de faire un petit peu des émissions autour des blessures des joueurs. Oui, je pense que tout le monde devine à quel point les blessures peuvent rebattre les cartes sur une compétition sportive de haut niveau. Et je sais que ça suscite aussi beaucoup d'interrogations. Alors, la déontologie m'interdirait de me prononcer sur le cas précis d'un joueur et de donner un pronostic précis. Mais je peux vous proposer quelques éléments de contexte et de réflexion pour se faire peut-être une opinion un peu plus précise. Et de vulgarisation aussi, de choses qui sont très très compliquées. C'est aussi pour ça qu'on tenait absolument à faire ce type d'émission plusieurs fois dans l'année, puisque il y a des blessures dont on connaît le nom, mais dont on ne connaît pas les spécificités, les ruptures de tendon d'Achille, des croisés, et ainsi de suite. C'est quand même très important. Surtout quand on a joué au basket très longtemps, alors qu'on soit coach, joueur, on est tous un peu docteurs. Oui, mais et on l'est pas du tout en fait. Donc on sait tous que faut. Voilà, on tombe sur une entorse, faut glacer, prends un peu d'arnica, va voir l'ostéo. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est pour ça, Mustapha, qu'on tenait absolument à ce que tu sois avec nous. Pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, pour faire honneur à Paul Harrer. Alors évidemment, pour cette première, Mustapha, on a décidé de parler d'un cas qui fait énormément parler, que ce soit pour le basket, mais aussi pour les blessures. D'ailleurs, il est absent 6 à 8 semaines sur ce début de saison. C'est évidemment le dernier numéro 1 de draft, Zion Williamson. Le gros bébé Zion Williamson. Cas intéressant plutôt. Hein. Oui, c'est un cas qui va focaliser beaucoup d'attention. Effectivement, ce Zion Williamson commence sa carrière NBA avec cette blessure. Explique-nous la blessure, on va commencer par ça. Là, il va se faire opérer. Il s'est fait opérer, donc 6 à 8 semaines d'absence. Explique-nous, c'est une blessure au genou droit. Alors d'abord, on peut être assez surpris des informations qui ont fuité peut-être du staff des Pélicans, parce que on peut voir dans les médias, alors est-ce que c'est vrai ou pas, qu'il s'agirait d'un ménisque externe. Donc pour le contexte, c'est une blessure, il semblerait que ce soit une blessure du ménisque. Donc, dans le genou, nous avons deux ménisques, un ménisque côté interne, un ménisque côté externe. Lui, il s'agirait d'une blessure du ménisque externe pour lequel une période de convalescence, je crois, de 2 mois est octroyée. Donc, sur une blessure d'un ménisque, il y a 2 façons de réagir. Soit on essaie de le réparer, soit on résèque la fissure qu'il y a dans le ménisque. Vu le délai qui a été accordé, a priori, ce serait une résection. Une résection, c'est-à-dire on enlève le fragment de ménisque qui est malade. L'avantage, c'est que les délais de récupération sont un peu plus rapides. Lorsqu'on veut réparer le ménisque, donc faire une suture du ménisque, c'est bien parce qu'on préserve le ménisque, mais l'inconvénient, c'est que les délais sont beaucoup plus longs. Un ménisque, pour cicatriser, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, pour les éléments de contexte, une blessure d'un ménisque externe qui a fait l'objet d'une régularisation, c'est-à-dire d'une ablation de la zone malade, ça peut tout à fait le remettre sur jambe et le laisser sans aucune séquelle. On a l'impression aussi que les Pelicans, Tom, c'est ce qu'on lisait, ne veulent prendre aucun risque autour de Zion Williamson. On l'a vu déjà à la Summer League, il a joué quelques minutes. Il a joué un match et encore un bout de match, et tout de suite on l'a mis sur le côté. C'était pour un problème au genou gauche. On a l'impression aussi qu'avec ce jeune joueur de 19 ans, on ne veut prendre aucun risque. Alors, c'est une réalité, c'est un joyau physique et aussi en termes de talent, un énorme potentiel. On ne le découvre pas aujourd'hui, mais c'est vrai que le but, c'est que ce joueur performe pendant des années. Et ce qui nous a tous un peu surpris, Mustapha, tu pourras nous le dire aussi, c'est qu'il soit opéré aussi rapidement alors qu'il avait l'air en bonne forme. On peut imaginer qu'à l'entraînement, il se soit passé quelque chose, qu'il y a eu un phénomène
clair, parce qu'on a parlé aussi d'arthroscopie à un moment, donc un nettoyage du genou plutôt. Et là tu es en train de nous dire qu'il a eu une fissure donc au genou. Alors bien sûr, encore une fois, j'ai aucun élément, j'ai pas d'autres éléments de plus que vous, ce qui est disponible dans les médias sur le fait que ce soit une blessure du ménisque externe qui aurait fait l'objet d'une opération, donc certainement une arthroscopie, avec un délai de convalescence de 8 semaines. Ça te paraît normal? 8 semaines on est sur des délais tout à fait en fonction de ce qui a été fait dans une prise en charge classique, et effectivement qui fait penser qu'on lui laisse du temps. Voilà. Ensuite, sur le fait, concernant ses antécédents sur son genou, on a un tableau là-dessus, n'hésite pas à envoyer un. Tout comme vous, j'ai pu voir qu'il se plaignait d'un genou un peu raide, et ça c'est un des signes, ça peut être un signe d'une lésion d'un ménisque. Qui existe depuis longtemps? Depuis un certain temps. Parce que là, on est en train de voir justement donc, un peu le résumé de ses blessures de ces quelques derniers mois. Depuis qu'il est drafté. Donc ça fait, même pas 4 mois. Donc la blessure en Summer League, le genou gauche. En pré-saison, il rate le dernier match. Voilà, rien n'est sorti. Et puis derrière, on nous annonce qu'il va être indisponible de 6 à 8 semaines. Ça sent que l'année dernière à Duke, on peut rajouter à ça. En plus d'avoir explosé une chaussure, le jour où il a explosé une chaussure, il s'était fait déjà un peu mal au genou. Il avait été éloigné des terrains en quelques semaines. Il n'y avait jamais eu rien de grave. Là, on a l'impression que ça l'est un peu plus. Sur cette morphologie un peu hors du commun, je crois qu'il fait 130 kilos avec une explosivité, un style de jeu beaucoup sur les appuis. Faut imaginer que par son genou, c'est pas 130 kilos qui passe lorsqu'il prend une impulsion, mais c'est le double, le triple. On parlait de la force d'une Twingo qui roulait à 50 km/h ou un truc. C'est énorme, c'est peut-être 300 kilos. Là, cette photo me paraît aussi parlante d'elle-même. On voit qu'il a un morphotype on appelle en génu valgum. Jambes en X. Voilà, les jambes en X. Voilà, c'est ce qui explique que sur un problème méniscal externe chez ce joueur, qui n'est pas le mien, je pas encore là. Il est bienvenu. Une précaution énorme soit prise par le staff des Pélicans. Voilà, c'est aussi sur des éléments purement scientifiques du temps et lui est donné. On a l'impression quand même que il était blessé au genou gauche, il est blessé au genou droit. Est-ce que justement avec ce type de machine particulière, parce que j'ai envie de l'appeler moi une machine, est-ce qu'il n'y a pas finalement chaque fois une compensation? On rhabille Pierre, tu vois ce que je veux dire, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Est-ce que finalement tu soignes le genou gauche, mais finalement c'est le genou droit qui va compenser et ainsi de suite? Est-ce que c'est pas finalement un éternel recommencement avec ce genre de physique? Ces phénomènes de compensation d'une articulation par rapport à l'autre, c'est effectivement des choses qu'on observe. Après, dans son contexte de joueur de haut niveau NBA, je pense qu'il se donne à 100-200% sur toutes les articulations de son corps. Mais c'est effectivement, je pense qu'actuellement, le staff médical des Pélicans doit être vraiment très focus et aux petits soins sur ces problèmes de genoux. Ouais. Quand tu parles de physique hors norme, on le voit tous, on n'est pas médecin, mais on voit qu'effectivement 130 kilos, ce développement de puissance tout à fait exceptionnel. Est-ce que toi, en tant que médecin, tu as la même sensation que nous? C'est-à-dire que, comme d'autres avant lui qu'on va citer plus tard, c'est sûr qu'un jour, il va avoir malheureusement de graves blessures, vu la pression qu'il développe quand il saute et quand il atterrit aussi. Est-ce qu'il est à risque? Faut imaginer aussi que son anatomie a été développée depuis. Je pense qu'il fait du basket depuis certainement. Depuis 10 ans, 15 ans, depuis toujours. Oui. Il a des ligaments, des ménisques, des genoux capables de supporter ce qu'il est en train de leur infliger. Exactement. Ce qui est inquiétant, c'est que bien sûr, il a besoin d'être à 100%, effectivement, là, d'être à 100% de ses moyens. C'est pas un profil de joueur, d'après ce que j'imagine, capable d'économiser son genou et de jouer sur un autre style de jeu. Et cette lésion méniscale externe, et là encore, c'est en ça que j'ai été aussi surpris que ça ait pu fuiter, et est un élément anatomique qui participe à répartir les contraintes du poids du corps, donc de ces 200-300 kilos qui arrivent sur le genou. Et surtout, est aussi un élément de stabilisation, qui apporte aussi de la stabilité au genou.
Pas autant qu'un ligament croisé, pas autant qu'un ménisque interne, mais c'est un profil de joueur qui semble devoir être à 100% au niveau de tous ces éléments anatomiques. Et lorsque l'un deviendrait défaillant, en l'occurrence là, le ménisque, voilà, lorsqu'un élément anatomique devient défaillant, effectivement, on peut comme disait Thomas, on peut se poser des questions sur ses capacités à garder ce niveau de performance. Donc arrêt au stand pour Zion Williamson. Dès le premier tour. Et ça nous fait, dès le premier tour, mais ça nous fait penser forcément à des tristes exemples par le passé. On pense notamment à Greg Oden, on pense notamment à Sam Bowie qui avait été drafté en 84 en numéro 2 après Hakeem Olajuwon et surtout devant Michael Jordan. Donc voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont malheureusement connu des non-carrières suite à des blessures alors qu'il y avait énormément d'attentes autour de ces mecs-là. Parce que finalement, la crainte de tout ça, c'est que comme tous les mecs que vient de citer Erwan, Zion Williamson n'exploite jamais son potentiel à cause d'un physique défaillant. Ou en tout cas un physique peu supportable pour un être humain finalement, à ce niveau de compétition. Il a de toute façon, je pense que là on est, en tout cas moi je me suis permis de faire certaines hypothèses d'évolution, mais il est fort à parier que le staff des Pélicans, et d'ailleurs c'est le sentiment que j'ai, prend le temps nécessaire et prend au sérieux ses blessures et fasse en sorte qu'il soit remis sur pied. Il a effectivement ça tombe mal juste après la draft, mais le droit de se faire une lésion méniscale externe et qui fasse l'objet, ce que je disais, d'une résection. Et puis qu'il soit remis sur pied et que tout ça devienne une histoire ancienne et qu'il continue à démarre sa carrière. Donc là, le propos n'est vraiment pas je pense pour le moment de le condamner ou de le comparer à ces noms de l'histoire du basket. Mais sinon, sur un ménisque, je veux dire, il n'aura pas le choix. Soit son ménisque va bien, ne fera plus parler de lui, il pourra performer. Mais effectivement, si il est régulièrement embêté par ces problèmes de ménisque, et comme d'autres joueurs dans l'histoire en NBA ont eu des soucis itératifs de ménisque, je partage ton inquiétude. Alors il y a un exemple plutôt à prendre en compte, c'est l'exemple de Charles Barkley qui s'est exprimé sur la blessure de Zion Williamson. Pourquoi il s'est exprimé de Charles Barkley en lui-même? Parce que Charles Barkley à la fac, il pesait 136 kilos. Quand il était à Auburn, il a dit, moi j'ai été 3 fois meilleur rebondeur de la fac, du championnat NCAA quand j'étais à la fac, mais quand je suis arrivé en NBA, j'ai perdu du poids. Et on sait que Charles Barkley, alors c'était moins un mammouth que Zion Williamson, mais ça restait un mammouth. Je vous invite à aller voir quand même, pour les plus jeunes, les images de Charles Barkley à la fac et en NBA. C'est quand même un petit poste 4 qui était une bombe d'énergie, quoi. Et c'est un mec qui, quelque part, bon là il a grossi depuis qu'il a arrêté, mais c'est un mec qui s'est affiné, qui a perdu une dizaine de kilos, 15 kilos, pour après réussir la carrière qu'il a fait en NBA. Et il y a une énorme différence entre les deux. Ouais, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Zion Williamson, en perdant 10-15 kilos, est-ce que ça le soulagerait et est-ce qu'il resterait ce joueur avec ses mêmes qualités? Voilà. Et effectivement, de manière générale, sur des douleurs de genoux, des pathologies du genou, lorsqu'on propose aux patients de perdre 1, 2, 3, 4 kilos, ils en ressentent généralement un énorme bénéfice. Parce que comme on disait juste avant, 1 kilo de poids de corps, lorsqu'on est en appui monopodal, en impulsion, enfin en réception sur un genou, est multiplié par 2, par 3. Donc effectivement, ces 10-15 kilos qu'a perdu Charles Barkley ont clairement dû participer à le mettre hors problème, à le faire sortir des problèmes de genoux, surtout au niveau des genoux. Les genoux sont particulièrement sensibles au poids du corps. Ensuite, lorsqu'on regarde peut-être Zion Williamson, j'ai pas l'œil suffisamment précis pour voir s'il y a de l'excès de masse en plus, parce que ça a l'air quand même assez... Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y en a qui disent qu'il a un surplus de poids, il y en a qui disent que non, en fait, c'est juste son morphotype. C'est pour ça que la comparaison, moi, avec Barkley, elle m'embête un peu, parce qu'on se souvient que Charles Barkley à la fac, il mangeait comme un goret. Il y a plein d'histoires qui sont sorties. Il avait des rondeurs. Il était gros. Enfin, 36 kilos pour 1m96. Effectivement, il était gros et il avait une hygiène de vie catastrophique. Il en a parlé à de très nombreuses reprises. Big Mac, pizza, il y allait à fond. Coq au vin, c'est assez surprenant. pour le bon Charles. Alors que Zion, il a un physique pour le haut niveau. Alors, il est morphotype incroyable, mais il a l'air plutôt fit. Je ne dis pas qu'il est maigre, je dis que quand je le vois, c'est pas du gras. Il y a une certaine carrure, et je pense que ça fera
ça fera vraisemblablement partie du traitement que lui réserve le staff médical des Pélicans. C'est effectivement d'affiner peut-être et de ne pas aller au développement outre mesure du haut du corps, de sa masse musculaire. Donc, mais ça fera partie du traitement, et 2, 3, 4, 5 kilos qu'il perdrait lui ferait peut-être le soulagerait. Alors sur la lésion méniscale qu'il a, je ne suis pas persuadé que quelques kilos lui permettraient d'éviter ce genre de lésion. Ça ressemble à... Enfin, ça ressemble, je n'ai pas vu les images, mais ça va probablement être une véritable lésion traumatique par écrasement. On n'a pas vu les images de la blessure. Ouais, non, ça a dû se faire à l'entraînement. Ouais, mais c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'est un coup ou si il s'est aggravé. Donc la perte de poids, donc ça, on va jamais lui demander de ressembler à Will Barton, hein, on est d'accord. Bien sûr. Mais donc la perte de poids ne serait pas forcément une solution au problème de Zion Williamson. À elle seule n'aurait pas pu lui éviter, à mon sens, de développer une blessure du ménisque, mais dans le traitement pour éviter les récidives, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on le voit peut-être s'affiner au fur et à mesure sa carrière. C'est peut-être un des seuls joueurs d'ailleurs à qui on va demander de perdre un peu de muscle. Quand on voit une NBA, on dit toujours il va devoir s'étoffer. Quand je vois l'évolution de LeBron n'était pas gras. Quand je vois LeBron, même Kevin Love, alors Kevin Love était gras. Oui, mais quand je vois la NBA du moment avec cette espèce de rythme infernal, on voit les joueurs quand même. Il y a 10 ans, les joueurs, fallait être un bœuf. Je t'en parle pas. Il y a 15 ans, à l'époque de Shaq et de Kobe, fallait être un bœuf. On jouait beaucoup sur demi-terrain. Aujourd'hui, cette espèce de jeu de transition permanent de course, on a vu tous les joueurs s'affiner. Et je pense notamment à LeBron James qui. Oui, mais LeBron, il est pour vraiment faire la distinction avec Zion. Zion, il arrive en NBA, on va lui dire il faut que tu perdes un peu de muscle pour t'affiner. LeBron, quand il arrive en NBA, il était déjà costaud, mais il a gonflé en 10 ans de NBA avant, dans sa deuxième partie de carrière, de dire si je veux continuer à performer, il faut que je perde un peu de poids. Là, on n'est pas du tout sur la même chose. Il n'a pas perdu du gras, LeBron, il s'est affiné. Oui, mais c'est affiné, mais en deuxième partie de carrière, à 30 ans, où il s'est dit il faut que je me protège des blessures et tout ça. Zion, il n'est pas du tout. Il ne s'est pas adapté non plus. Peut-être pour LeBron, il ne s'est pas adapté de Zion. C'est-à-dire que LeBron, il a fait maigre à LeBron, boum, boum, boum. Point culminant 2012-2013 à Miami, où il est vraiment très tanké. Puis ensuite, c'est vrai, légère perte de muscles, on va dire, entre guillemets. Zion, il est toujours très, très, très haut en termes de muscles. Je ne parle pas du tout de gras, hein, de muscles. Ensuite, sur le management, justement, là, sur le fait, cette possibilité de perdre un peu de poids, qui pourrait le sortir d'affaire sur ses lésions méniscales, il y a aussi une façon de procéder qui était d'actualité il y a quelques années, moins maintenant, mais chez un sportif de haut niveau qui a un ménisque qui fait parler de lui, il y avait une solution radicale, c'était d'enlever le ménisque, donc la ménisectomie totale. Là, pendant les années qui arrivent, pendant ses années de carrière, il n'avait plus de soucis de ménisque. Simplement, on sait que c'est très arthrogène comme intervention. Maintenant, on essaye de préserver le ménisque en enlevant donc juste la zone malade du ménisque. Mais cela expose effectivement à des récidives, à le ménisque externe qui refait parler de lui, une nouvelle fissure avec un nouvel arrêt, convalescence, parfois encore un peu plus longue. Donc ça peut être aussi une solution de dernier recours si la perte de poids, si le temps qu'on lui accorde, la rééducation, etc., continue à poser problème. On pourrait le voir s'absenter sur une ménisectomie totale et revenir très vite. Et des célèbres joueurs de foot. Quelles seraient les conséquences du coup? Alors, il y a de l'arthrite, mais on enlève. De l'arthrose, effectivement. On enlève un ménisque qui est un coussin dans le. À 19 ans, relou. Ouais. Hein. Mais on enlève complètement le ménisque, on le remplace par. Rien. Par rien du tout. Rien. On perd ce coussin amortisseur qu'on a entre le fémur et le tibia. Les premières années, il pourrait perdre un petit peu parce que le ménisque n'a pas qu'un rôle d'amortisseur, il a aussi un rôle de nutrition dans l'articulation et un peu de stabilité, un peu moins, donc, comme je disais, pour le ménisque externe. Mais ça le sortirait d'affaire, mais ça engendrait un contact cartilage contre cartilage. Et effectivement, c'est arthrogène. Ça pourrait l'exposer à faire de l'arthrose de genou, mais à 10, 15, 20 ans après. Et il y a des célèbres joueurs de foot qui, en début de carrière, avaient des lésions méniscales, qui ont fait l'objet d'une ménisectomie totale. Ils n'ont plus été embêtés de leur carrière et peut-être que maintenant, ils ont un peu d'arthrose dans le genou. Ça a des noms Non. Ouais. Est-ce que c'était le cas de Brandon Roy? On sait qu'à la fin, il avait plus de cartilage. C'était la même chose ou de mémoire? Je l'ignore. Non, d'accord. Je sais qu'à la fin, Brandon Roy, il avait plus de cartilage. S'il a joué 5 ans en NBA, c'est un miracle. Il a joué 5 ans en NBA et puis à 27-28 ans, effectivement, il ne pouvait plus jouer parce que ça frottait tout le temps. Donc c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que on peut voir ce type d'évolution chez les sportifs de haut niveau, que ce soit foot ou basket, on pense, une ménisectomie totale peut quand même laisser quelques années tranquilles. Par contre, après, mais ça condamne un peu le genou
a de l'arthrose précoce. Et après, ça, c'est une décision, s'ils en viennent un jour à cette réflexion, à cette discussion, c'est une décision qui appartiendra effectivement à Zion Williamson et puis certainement aux gens qui gèrent son contrat. Quoi. Oui, forcément. Si on se projette un petit peu sur la suite, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que l'avenir semble quand même, on l'espère, appartenir à Zion Williamson, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup aussi de brouillard, on le voit autour des blessures. Comment, alors, sans certitude évidemment, mais comment, vous deux, avec ton œil d'expert basket, avec ton œil de docteur, comment vous voyez la suite de la carrière de Williamson qui n'a finalement pas encore commencé? Est-ce que c'est normal de nourrir de fortes inquiétudes? Ouais. Encore une fois, en tant que médecin sur le plan déontologique, je serais condamnable de me prononcer sur l'avenir du cas de Williamson, à la fois d'un point de vue déontologique, c'est pas le but du tout, mais surtout à la fois d'un point de vue rigueur scientifique, puisque je n'ai comme vous pas grand-chose en éléments pour pouvoir cerner. Et là, c'est pas vraiment le docteur, mais le fan de basket qui souhaite. Je me rappelle que tu es docteur, mais aussi fan de basket. Tu suis la NBA, voilà. Oui. Donc j'espère qu'il reviendra à son niveau tel que l'on a vu. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments pour tirer une vraie sonnette d'alarme. On est plus dans de la précaution. Non, oui, absolument, dans la bonne précaution justifiée, et avec encore des éléments de traitement qui existent si des récidives apparaissent. Moi, alors, du coup, je suis pas médecin, mais il y a un truc, moi, et on en a un peu parlé, on en parle depuis des mois maintenant. Moi, je suis impressionné par ce qu'il dégage lorsque tu vois des ralentis de lui, enfin des loops à vitesse réelle plutôt, donc des gros plans sur lui lorsqu'il saute. Tu te rends compte combien sur l'impulsion et sur l'atterrissage, il y a énormément de force. Tu le vois à la télé. Alors j'imagine qu'en vrai, ça doit être encore plus incroyable. Et ça nous fait penser, en général, donc à Derrick Rose à l'époque, qui sont un morphotype absolument différent, mais Derrick Rose, qui dégageait cette puissance incroyable. Quand il jouait, on se disait tous un jour... pour décoller une semelle d'une basket Nike, c'est du jamais vu. Jamais vu. Et maintenant, d'ailleurs, il a des chaussures, on lui fait des chaussures un peu... Il joue en Caterpillar. Donc, et en fait, donc je suis à la fois... Je suis autant impressionné qu'inquiet, puisqu'on n'a jamais vu, quelque part, un être humain, je vais très très loin, mais un joueur de très haut niveau comme ça développer autant de choses. Et donc notre inquiétude légitime, c'est qu'il n'exploite pas son potentiel parce qu'il sera pété à répétition et de trop nombreuses reprises. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a tous cette petite inquiétude, tous les gens qui aiment le basket et qui veulent le voir performer. En tout cas, on croise les doigts, évidemment, c'est ce que j'ai dit dans l'édito du dernier First Day Show jeudi dernier. On croise les doigts. Moi, je suis inquiet depuis le départ parce que évidemment, c'est génial à voir depuis qu'il est en high school, depuis son année à la fac, ses débuts même, parce qu'en pré-saison, il a été très bon. Mais on n'a jamais vu ça. Alors peut-être que comme on l'a jamais vu, on est inquiet un peu pour rien. Ça peut aussi faire partie de ça, parce qu'on n'a jamais vu une force de la nature comme ça. Maintenant, le corps humain, même s'il se développe de plus en plus, le corps humain, et là, Mustapha, ça va être dur de me dire le contraire, il peut avoir ses limites, donc on verra si il va s'affiner, si finalement la précaution qu'on met en ce moment, elle est plutôt bonne pour lui, elle est salvatrice, et il reviendra à 100%, parce qu'on imagine que ce mec-là, ne serait-ce qu'à 95%, le corps est déréglé, quoi. On parlait de Formule 1 tout à l'heure, je trouve que la comparaison est plutôt cool. Une Formule 1, il y a un truc qui va pas, les mecs, boum, ils rentrent au stand, quoi. Tout à fait. Mustapha, le mot de la fin? C'est pas un cadeau que je te donne. Hein. C'est jamais un cadeau. Là, le mot de la fin, ce sera le mot peut-être pas du médecin, mais du passionné qui a vraiment envie de voir évoluer ce morphotype un peu d'ovni des parquets, voir ce que ça peut vraiment apporter sur la NBA. Autrement que ce qu'il avait fait en universitaire. Et je pense que je partage autant de frustration que beaucoup de vos téléspectateurs pendant ces périodes de 2 mois jusqu'au mois de décembre. C'est clair qu'on a tous hâte de le voir sur le terrain. Merci Mustapha, c'était archi intéressant. Ouais. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, on rappelle, c'est toi qui es quand même à l'initiative de cette chronique. Et nous, on avait envie de le faire. Et c'est vrai que tu étais venu à notre rencontre lors d'un match du Paris Basketball. Eh ben, on est ravis d'avoir pu concrétiser cette séquence-là. C'est super intéressant. Alors, je vais pas dire, au moins on te voit, ça veut dire qu'au moins il y aura de blessures, mais on espère te voir bientôt parce que c'est toujours très intéressant de pouvoir comprendre les blessures, le pourquoi du comment et surtout comment voir la suite et la carrière des joueurs parce qu'on sait que malheureusement chaque saison en NBA ou ailleurs il y a des joueurs qui se flinguent et qui flinguent même leur carrière. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a encore plein d'autres blessures à découvrir. Enfin, je mets bien, pas bien, mais là on a parlé du ménisque. On parlera, je suis persuadé, malheureusement dans la saison des ruptures du tendon d'Achille. On pourra peut-être parler de Kevin Durant s'il revient. De Klay Thompson s'il revient avec les croisés, on pourra parler des doigts aussi, il y a plein de choses avec Nicolas Batum en ce moment. Ouais. Bref, en tout cas on est ravis d'avoir fait cette première chronique ensemble et on se revoit peut-être dans un mois.
Avec grand plaisir. Et la prochaine formule, ça sera donc, on parlera de la gueule de bois. Alors, ça, et là, oui, comment Malheureusement, là, Moustapha ne peut rien faire pour toi. Voilà. Alors là, on n'aura pas besoin de toi, t'inquiète pas. Moins le spécialiste, là. T'inquiète pas, nous un peu plus. Merci Moustapha, vraiment. C'était un vrai plaisir. À très vite. Merci. Voilà, on espère que cette nouvelle formule vous a plu. Good Doctor, ça s'appelle. Et on reviendra donc dans un mois pour parler de nouveaux cas de blessures, malheureusement, parce qu'on sait que chaque saison, il y a beaucoup de blessures. Ciao les couples, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne First Team. Bisous Thomas, ciao. Ciao.